écrit un livre notamment, si vous ne retenez pas ce soir, je vous conseille la lecture de son livre. Voilà, il y a des autocollants, les plus anciens se souviendront des autocollants jaunes, HTS, dans LGV. On en a encore, donc on va les ressortir, on va les remettre sur les voitures, les boîtes aux lettres, etc. Et donc une table d'adhésion locale, au sens que suivant la commune où vous habitez, on pourra vous faire vous rapprocher de l'association la plus proche de chez vous. Voilà, Pierre, c'est à toi. Bonsoir à tous. Bon, si ça ne vous gêne pas, je vais rester assis pour passer les diapos. Je vais essayer d'être bref. Il y a beaucoup de choses à vous raconter parce que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et croyez-moi que les gens d'en face, ils ne sont pas inertes. Et vous allez voir tout ce qui s'est passé en 2 ans et comment on essaie de contrer ce projet avec de grandes difficultés. Et vous verrez qu'il a été réactualisé et que malheureusement, ils veulent venir nous traverser. Donc, on va commencer. Alors, voilà, le GPSO, l'évolution de la situation en 2 ans. Alors, pour les non-initiés, je vous fais vite un petit rappel. Qu'est-ce que c'est le GPSO? Vous voyez, ce sont des aménagements ferroviaires en sortie de Bordeaux et en entrée de Toulouse, qu'on appelle les AFS7B et les AFNT. Et puis ensuite, ce sont des lignes à grande vitesse qui partent du sud de Bordeaux jusqu'à quelques kilomètres avant de Toulouse. Et ensuite, vous avez une bifurcation, comme vous voyez, pour vous rendre vers Dax. Ça, c'est le projet qui est acté et que l'on veut financer. Pour l'instant, le financement, on l'a sur Bordeaux-Toulouse. Bordeaux-Dax, c'est renvoyé ultérieurement à une loi de programmation. Et quant à Dax-Espagne, eh bien, on n'a toujours pas eu d'enquête d'utilité publique, mais je pense qu'on l'aura très vite, puisque l'Europe vient de débloquer 19,5 millions d'euros pour continuer les études sur Dax-Espagne. Donc, ils veulent mener le projet à bien. Quel coût? Alors, je me suis amusé à réactualiser un petit peu les coûts. 12,2 milliards d'euros, c'est la LGV, la partie à grande vitesse, c'est-à-dire du sud-Gironde au nord de Toulouse et du sud-Gironde jusqu'à Dax. Ça fait 329 km. Ça coûte 37,3 millions d'euros le kilomètre. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose. Alors je suis allé un petit peu fouiller dans la littérature. Avec 1 kilomètre de LGV, vous construisez 3 collèges de 540 élèves. Avec 1 kilomètre 100, vous pouvez construire un lycée de 1300 élèves. Avec 3 km de LGV, vous construisez, et on en manque, de 4 EHPAD de 170 lits. Et avec 7 km de LGV, vous construisez un hôpital, et on en manque actuellement, de 1240 lits. Et vous avez en bas, voilà les références que j'ai prises. Donc c'est quand même un peu fou, et on va construire 329 km de LGV. Et on va se priver de tout ça. Alors, quelle incidence pour le Pays Basque? Ça, c'est Martine qui m'a demandé de vous en parler. L'environnement, 15 communes sont impactées, une emprise de 317 hectares, plus de 60 bâtis vont être détruits, 143 hectares de surface agricole utile vont être détruits, 65 des 470 exploitations agricoles des communes traversées sont impactées. Sur Dax-Espagne, ce sont 600 hectares de forêt qui vont être détruits. Les compensations, c'est 1000 à 1750 hectares de Dax à la frontière, autant que pour le reste du GPSO. Vous allez avoir 10 millions de mètres cubes qui sont extraits, 9 millions de mètres cubes de remblais, 7 viaducs, dont 4 pour franchir les 4 grandes rivières, 5 zones naturelles traversées du Marais d'Ox à Biriatou. Un coût exorbitant qui va siphonner les finances du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pendant 40 ans. Le gain de temps. LGV Dax Bayonne, c'est pas de la grande vitesse. On roule à 220 km/h. Le gain de temps est minime du fait, bon, je vais pas développer, d'une desserte approchée de Bayonne. C'est-à-dire que la LGV, elle passe pas à Bayonne. Donc, on va décrocher à hauteur de l'Aben, puis ensuite, il y aura une bretelle, puis on va utiliser la ligne existante, puis après, on va repartir de Bayonne par la ligne de Pau. Et ensuite, il y a une bretelle ici qui passe à Mouguer pour rejoindre la LGV. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de LGV qui s'arrêteront à Bayonne.
il n'est pas mentionné. Les retombées pour les âgés, vous gagnerez peu de temps, vous serez moins bien desservis et vous paierez 3 fois l'infrastructure à travers l'impôt, la taxe spéciale d'équipement que vous commencez à payer et l'augmentation du prix du billet. L'autoroute ferroviaire, quoi qu'en dise Rousset, ne réduira pas le mur de camions. Ça va renforcer la métropolisation, ça va avoir un effet de vidange sur les villes secondaires, ça, toutes les études l'ont prouvé. Une LGV n'est pas nécessaire pour augmenter l'attractivité des villes secondaires. Enfin, ce sera un aspirateur des entreprises et des emplois du Pays Basque vers la métropole bordelaise. Alors, je vous fais un point rapide sur les trafics. Mais vous allez voir que les trafics, c'est une très grande stabilité. En sortie de Bordeaux, vous avez 16 TGV, 71 TER et 13 trains de fret. Tout ça, c'est deux sens confondus. Au total, ça fait 96 trains, 48 par sens. Sur les 16 LGV, il y en a 4 qui sont doubles. Pour ceux qui prennent le train, vous savez qu'il y a des trains qui décrochent à Dax, et puis il y en a des trains qui vont vers Pau, et les autres qui descendent sur Bayonne. Donc, au total, ça se fait 12 sillons qui sont occupés, et la capacité de la ligne, c'est 264 trains, 132 par sens. Donc, vous voyez qu'il y a de la place. Et quoi que dise M. Rousset, elle n'est pas saturée. Entre Dax et Bayonne, eh bien, il passe 11 TGV, 24 TER, 24 TER et 9 trains de fret, soit 43 trains, 22 par sens, pour une capacité de 240 trains. Au point le plus contraint, c'est le pont sur l'Adour, parce que là, vous avez des trains qui vont vers Pau et qui vont vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Quelles sont les perspectives? Parce qu'on dit la voie va être saturée par le fret ferroviaire. Mais voilà, on a mis la main sur cette étude dont personne ne parle, mais elle était destinée à la Commission européenne. Et voilà ce que disent les auteurs de cette étude sur le corridor atlantique, c'est-à-dire le nôtre. Ils estiment que le nombre total de trains internationaux n'augmenterait que de 20% entre 2018 et 2030. Et ils prévoient pour 2030 5 000 à 6 000 trains de fret par an. En 1999, il circulait 20 trains par jour. Aujourd'hui, il n'en circule que 13. Deux sens, c'est dans les deux sens. Enfin, ça fait 6,5 dans un sens et 6,5 dans l'autre. Était prévu au débat public, je vous le rappelle, 160 trains de fret par jour en 2020. Vous voyez qu'on en est bien loin. Hein. 20% de 13 trains entre Bordeaux et Bayonne, ça fait 2,8 trains supplémentaires. Et 20% de 8 trains entre Bayonne et Hendaye, ça fait 1,6 trains supplémentaires, soit 0,8 trains par cent. Donc vous voyez que la ligne, elle peut admettre ces augmentations. Et on va dépenser des milliards pour revenir au trafic fret de 1999. Et pendant ce temps, si vous suivez l'actualité, l'État est en train de liquider Fret SNCF. Le point, c'est la modernisation de la ligne existante. On nous dit que ça va revenir plus cher que construire une LGV. N'empêche qu'on a déjà investi 727 millions d'euros à fin février 2024 et que fin 2026, on aura remplacé tous les rails et le ballast sur la ligne entre Bordeaux et l'Espagne. Donc vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose à faire pour moderniser la ligne. Ils mettent le RTMS, supprimer les passages de niveau, c'est ce qui reviendra le plus cher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous savez, on est le nez sur les journaux, sur Internet tous les jours, et voilà ce qui s'est passé. Pendant ces 2 ans, les collectivités locales ont voté un nouveau plan de financement. Elles avaient voté un premier, mais le préfet a eu peur des recours que l'on a déposés, parce que personne n'avait voté la même chose. Donc, ils ont dit, c'est terminé, vous avez voté un nouveau plan de financement, et vous allez tous voter la même chose. Malgré ça, notre président du conseil départemental dit nous resterons quand même intraitables sur les conditions. Et les conditions du département, ils disent nous allons financer à une condition, c'est que l'engagement que toutes les collectivités qui sont concernées financent. Or, ce n'est pas le cas, puisque la CAPB ici n'a pas financé, le conseil départemental du Lot-et-Garonne non plus, le Bordeaux Métropole non plus, et le conseil départemental de la Gironde non plus. Donc, on ne voit pas Monsieur Lasserre, déjà, les conditions qu'il pose, eh ben, elles sont pas réalisées.
Il demande la concomitance des chantiers Bordeaux-Toulouse et Sud-Gironde. Vous voyez qu'on commence Bordeaux-Toulouse, mais Sud-Gironde-Dax, ça va pas démarrer tout de suite. Et enfin, il voulait cibler la totalité de sa participation sur Sud-Gironde-Dax. Quand vous regardez le plan de financement, il va également financer la LGV Bordeaux-Toulouse. Donc, il nous trompe, en fait. D'autant plus que le préfet a précisé que les collectivités locales doivent voter le même plan de financement sans l'assortir de conditions particulières. Si on est singulier, on a des conditions particulières, elles ne seront pas respectées et M. Lasserre sera contraint de financer la LGV. Alors, on a mis en place donc une société de projet qui s'appelle ainsi, Société de projet du Grand Sud-Ouest. Cette société, elle est présidée bien sûr par Alain Rousset et Carole Delga, et elle est dirigée par ce monsieur qui s'appelle monsieur Guy Kaufmann. Quelle est la mission de cette société? C'est de gérer la contribution financière des 25 collectivités, assurer le suivi financier, technique et juridique du projet. Son budget, alors c'est elle qui récolte les fonds en quelque sorte pour payer la LGV. En 2023, elle a un budget de 110 millions d'euros. Jusqu'en 2027, il sera de 160 millions d'euros par an et s'y ajoutent 60 millions d'euros qui ont déjà été apportés par Bruxelles en juin 2023. Cette société doit vérifier que la SNCF tient bien ses engagements. Mais il y a des dossiers qui sont chauds, c'est-à-dire que l'État se fait un peu tirer l'oreille pour payer sa part. Et je pense qu'avec la situation dans laquelle on est, il va se faire tirer l'oreille un peu assez longtemps. Et ensuite, il devra faire financer, mais ça c'était prévu au plan de financement, les collectivités ont quand même signé, mais elles ne savent pas à quelle hauteur seront les frais financés, et c'est elles qui devront les financer, et ne savent pas non plus quels seront les frais de fonctionnement de la société, et ce sont les seules collectivités qui devront payer ces frais. On estime que c'est à peu près 10% du prix du projet. Alors, le planning des travaux, parce que tout le monde nous le réclame, mais le voilà. Il est donné par le ministère des Transports. Fin 2023-2024, on lance les aménagements ferroviaires. 2027, on va construire le tronc commun et on va créer la bifurcation vers Toulouse et vers Dax. 2028, on va commencer la construction de Bordeaux-Toulouse pour une mise en service en 2032. Et Sud-Gironde-Dax serait construite dans la foulée, mais lorsque Bordeaux-Toulouse sera terminé, mais aucune date n'est précisée. Alors, la première subvention européenne, elle date de l'an dernier. En 2023, SNCF Réseau demandait à l'Europe de financer 200 millions d'euros. Ça, c'est dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion européenne, le MIE. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Quand ils réclament 200 millions, voilà ce qu'ils attendaient, voilà ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu 59,7 millions. 32,5 millions pour les études sur la LGV et 27,2 millions pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Donc, un jour, il va falloir compenser le trou. Vous attendez 200 millions, vous en donne 59, il paiera la différence. Les collectivités et l'État ne mettra pas la main à la poche, il a déjà eu. Bordeaux Métropole, ils ont refusé de financer la LGV. Ils ont dit on va financer les aménagements ferroviaires. Ils ont adopté donc ça pour 354 millions d'euros, mais on apprend que ça peut aller jusqu'à 500 millions d'euros dans le financement. Il y a eu une séance très houleuse, une menace d'un moratoire. Résultat, c'est passé par 61 voix. Ils ont voté quand même ces aménagements ferroviaires contre 39 et une abstention. Voilà pourquoi on veut faire des aménagements ferroviaires. Je ne vais pas détailler, ça c'est le plan du RER métropolitain. C'est-à-dire qu'ils veulent construire une troisième voie en sortie de Bordeaux, mais on sait que les deux autres voies vont être occupées par les TGV. Et donc là, maintenant où on a deux voies pour faire circuler les TER, on n'aura plus qu'une voie pour faire circuler les TER. C'est vraiment une aberration. D'ailleurs, vous verrez, il y a des recours contre ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Ensuite, l'autorité environnementale a été sollicitée pour donner son avis sur les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Et là, surprise, ils disent on ne donnera pas d'avis. Pourquoi ? Et ils disent, et ça c'est valable pour tous les GPSO, le dossier est incomplet.
L'approche réglementaire est datée. De nombreuses données faisaient défaut, sont obsolètes. L'analyse de l'urbanisation est extraordinairement pauvre. Les nouvelles études acoustiques n'ont pas été réalisées. Donc pour eux, il faudrait refaire l'étude environnementale sur le GPSO parce qu'elle est déjà datée. Et face à ces importantes carences, c'est la E qui parle, l'autorité environnementale, ils disent que l'autorité environnementale ne pourra instruire ce dossier que lorsqu'il sera présenté à nouveau avec une étude d'impact actualisée. Et donc, en conséquence, les travaux ne peuvent pas démarrer. Ça n'a pas gêné le préfet de Haute-Garonne qui a signé l'arrêté, et c'est lui qui a délivré l'autorisation environnementale et non pas l'autorité. Et ensuite, vous avez des fermetures. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez que certaines lignes ferroviaires vont fermer parce qu'elles ne sont pas rentables, certaines TGV qui ne sont pas rentables. Et en effet, confronté à la concurrence sur les LGV les plus rentables, tels que Paris-Lyon, la SNCF envisagerait de réduire certaines dessertes TGV peu rentables. Ils disent, on peut les maintenir, mais alors les collectivités, il va falloir que vous payiez. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Yves Crozet, c'est un monsieur spécialiste qui connaît très bien les LGV. Voilà ce qu'il dit. Depuis 1981, c'est la première LGV Paris-Lyon. Le TGV était financièrement autoporté par la SNCF, grâce au péage et au prix des billets. C'est-à-dire, ça se finançait tout seul. Le réseau a été étendu avec des lignes non rentables. Et maintenant, le modèle ne fonctionne plus. Et si l'on veut un TGV à tout prix, l'État et les usagers vont devoir payer, et les collectivités aussi. Elles vont se plaindre, elles vont crier, mais elles finiront par payer. Voilà, ça veut dire que le système que l'on a mis en place ne peut plus fonctionner. Et il va falloir payer. Alors, M. Rousset nous dit, mais grâce à la LGV, vous allez avoir des TER qui vont circuler à grande vitesse. Effectivement, c'est ce qu'il nous dit. Le principe, c'est que la région achète des places de TER dans un TGV. Donc, il faut qu'ils achètent un vieux TGV. Mais il n'y a pas assez de vieux TGV disponibles. Déjà, dans le nord de la France, ça commence à tousser parce que c'est là que ça a été mis en place. Et en plus, la SNCF, comme elle est concurrencée, elle peut augmenter les dessertes sur la ligne TGV pour concurrencer cette nouvelle offre de TER, c'est-à-dire mettre les régions en difficulté. Et donc, comme elle est concurrencée par ailleurs, elle dira, bah, écoutez, on passe une convention TER à grande vitesse, mais la région, vous paierez plus cher. Voilà le piège dans lequel est tombée la région Aquitaine. Et vous avez suivi ce sondage qui est paru dans la presse, où on vous a dit 79% des Français, 95% des Espagnols approuvent le GPSO. On a fait un bond quand on a vu ça. Alors on est allé regarder le sondage, et voilà ce qu'on a découvert. Voilà les données du sondage. Le projet, alors les gens disent ça, on leur dit, est-ce que le projet serait positif pour l'environnement? Ben, ils disent oui, bien sûr. Oui, mais on passe sous silence les dégâts environnementaux, on dit, ben, qu'est-ce qu'on va détruire? On dit, grâce à la LGV, vous allez éviter le flux de camions sur les routes. Mais les sondeurs oublient de préciser qu'on a construit 2700 km de LGV et qu'on n'a jamais réduit le trafic poids lourd sur les autoroutes, ni enrayé le déclin du fret ferroviaire. On dit aux gens, pensez-vous que ça aura un impact économique en attirant les entreprises? Bon, les gars qui connaissent rien, ils disent, mais oui. Mais on ne leur dit pas que cela ne repose sur aucun fondement scientifique qui a été démontré par de nombreux experts. Ainsi, en procédant ainsi, c'est le sondage qui produit l'opinion, plus qu'il ne la mesure. Puisqu'on est en train de suggérer aux gens les réponses qu'ils doivent faire. Alors, il y a un deuxième sondage. Là, on a interrogé les Aquitains et les Occitans. Même résultat, 86% d'opinion favorable. Alors, si vous allez gratter un petit peu, que vous cherchez qu'est-ce qui s'est dit dans le sondage, à la question, connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, le GPSO, 81% répondent non. Une fois qu'on leur explique qu'il s'agit de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax-Espagne, 59% disent en avoir entendu parler. Et sur ces 59%, 19% affirment connaître précisément le projet. Et voilà comment on vous fait, on dit 86% d'opinion favorable. Donc un sondage sans crédibilité. Ensuite, on a profité des vacances, et ça c'est le préfet
d'Aquitaine, pour mettre une enquête publique environnementale sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Voilà. Provocation, mépris pour les populations, le préfet de Nouvelle-Aquitaine. Alors là, il a prétexté des Jeux Olympiques. Il a fait donc une enquête publique entre le 15 juillet et le 13 août. Quand tout le monde est en vacances, personne n'est sur Bordeaux, donc vous ne pouvez pas répondre. Donc, si ça veut bien venir, sous la pression des élus et des associations, elle sera prolongée jusqu'au 28 août. Et on n'a pas encore les résultats. L'Europe donne suite à la prolongation de la LGV vers l'Espagne. Je vous l'ai dit, le 17 juillet 2024, le MIE, le mécanisme d'interconnexion européenne, a alloué 19,5 millions d'euros pour les études du tronçon Dax-Espagne. Il réactive ainsi le projet. Et quand on vous dit, mais non, ils ne viendront pas, mais si, ils viendront. Pour mémoire, je vous rappelle qu'en 2023, alors qu'on réclamait 200 millions d'euros, ils avaient donné 59,6 millions d'euros pour la LGV Bordeaux-Toulouse et 27,3 millions pour la modernisation de la ligne existante entre Dax et Bayonne. Ça, on ne sait pas trop où ils sont passés d'ailleurs. Alors, quelles ont été les différentes prises de position? Roussé Oufoulou, eh bien, Oufoulou, c'est le président de du Pays Basque de l'autre côté. Eh bien, ils ont regretté auprès de la Commission européenne que les engagements pris par les États espagnols et français au niveau européen pour achever le corridor atlantique à l'horizon 2030 risquent de ne pas être tenus. Donc, ils remettent la pression sur l'Europe. Le ministre Clément Beaune, très éphémère, il conforte le projet. Le 31 mars 2023, il participe en visioconférence au colloque de Sud-Ouest sur les déplacements organisés. C'était un colloque organisé par Sud-Ouest et TV7. Alain Rousset se montre très inquiet avec la décision de la mise en service de Bordeaux-Dax vers 2042, vous imaginez. Et alors le ministre le rassure, il dit « Nous gardons le budget de ce scénario, mais pas le calendrier », alors qu'ils ont voté l'inverse. Et donc, il rajoute, nous tenons à l'unicité, à la globalité du projet, ajoute-t-il, même s'il est vrai que la branche la plus prioritaire et la plus rapide à faire est la Bordeaux-Toulouse. Voilà, une belle pirouette. Le ministre Péchu, maintenant. Alors, devant les lecteurs de Sud-Ouest, voilà ce qu'il dit. À propos du GPSO, nous ne pourrons pas tout stopper. Il y a des projets d'infrastructure que nous devons continuer à porter, parce qu'il y a des populations désenclavées ou des alternatives crédibles à la voiture à trouver. Voilà. Une autre qui est pas mal, celui-là il n'est pas resté très longtemps, c'était un autre ministre des Transports. Il propose une convention citoyenne sur les mobilités. Ah, on dit, tiens, ça c'est bien. Moi, justement, je propose d'aller au bout du débat national. C'est concrètement, est-ce qu'on privilégie le développement des TGV ou est-ce qu'on privilégie le développement des villes moyennes et des petites villes? Là, la réponse, elle est simple. Et c'est une question de débat, de société. On se dit, c'est sympa, mais 14 jours plus tard, il va voir ce monsieur, si ça veut bien venir. Voilà. Il rencontre Pierre Hermic. Il dénonce un projet de passé écocide et antidémocratique et défend l'alternative d'une modernisation de la voie existante. Le ministre ne répond pas. Mais le soir, il est au micro d'Actu Bordeaux, il dit « C'est un projet qui aujourd'hui est lancé. On doit aller au bout de la démarche. À partir du moment où une décision démocratique, il faut être piloté pour le dire, alors qu'ils ont eu une enquête publique qui était défavorable, une décision démocratique a été prise, il faut y aller. Il ne faut plus tergiverser. C'est aussi ça l'autorité de l'État. Il n'est plus ministre. Alors celui-là, vous le connaissez, c'est le préfet de région. Non, mais il a dit ça de son bureau, pas du CERN. Voilà. Le financement de la LGV fonctionne, les études avancent et les travaux commencent. Voilà. Selon lui, la LGV va permettre de développer les TER et les RER métropolitains. C'est une armature qui permet de développer autour de l'emploi, du logement, du tourisme. Cela va changer la vie des gens avec le mode de transport le plus économe en carbone.
On sait insérer un ouvrage dans l'environnement, réaliser des protections acoustiques, éviter des zones écologiques. L'enjeu est bien d'aller au-delà de Dax. Donc, vous voyez qu'il y a une réelle volonté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps? Ben, la lutte continue. On a manifesté à Langon. On était 500, avec de nombreux élus, dont le maire de Bordeaux et le président du conseil départemental de la Gironde. On est allé à Feugarol. Là, on a été invités, on est intervenus, on était 250 avec plusieurs élus. On s'est rassemblé à Biriatou avec nos amis de l'autre côté, de la Tchété-Galditou, pour commémorer les 30 ans de lutte commune. On a accueilli Alain Rousset à Saint-Vincent-de-Tyros. Et Rousset était venu demander la participation au financement de la LGV des élus d'une communauté d'agglo qu'on appelle la MAX, quelques minutes avant le vote. On est très démocratique. Comme ça, ils n'ont pas eu le temps trop de réfléchir. Voilà ce qui se passait côté cour, et nous, on était côté jardin. Voilà. Et l'appel des maires. Alors, je vais être un peu plus long là-dessus. En octobre 2022, on a eu le bonheur de rencontrer le maire d'Irun. L'objectif, on voulait savoir qu'allait devenir Irun, qu'allait avoir une superbe gare TGV, mais alors que la LGV ne passe pas par Irun, puisqu'elle va viser directement à Snigaraga, aux portes de Saint-Sébastien. Quelle est sa position sur le GPSO? Il nous déclare, si le GPSO voit le jour, Irun meurt. On dit, mais c'est chouette. Et donc, de là est née l'idée de se faire rencontrer les maires d'Irun, Bayonne et Bordeaux. Et à l'issue de leur entretien, alors on a réussi à les contacter, ils ont donc fait communiquer leurs agendas, ils se sont retrouvés et ils ont rédigé un appel pour la modernisation des lignes existantes. Cet appel, il a été signé par la suite par 634 élus aquitains, donc 14 députés, 5 sénateurs, 15 conseillers régionaux, 15 conseillers départementaux et 93 maires. Les maires de Bordeaux et Bayonne ont adressé un courrier à la Première ministre pour lui demander que les travaux de modernisation soient achevés avant la mise en service de l'Y basque. Une copie de la lettre et la liste des élus signataires ont été communiqués en représentant de la Commission européenne. Tout cela, ça a dû finir au panier. Alors pour ceux qui étaient, on a fait un meeting à Bordeaux. Il y avait 500 personnes qui étaient présentes à ce rendez-vous. Il y avait les maires de Bordeaux, de Bayonne, d'Irun, celui d'Irun qui est intervenu en vidéo, aux côtés de nombreux élus, dont certains sénateurs, députés et maires de la Gironde, et le président du conseil départemental de la Gironde. Un seul mot d'ordre, moderniser les lignes existantes. Un cortège ensuite s'est rendu à la préfecture et une délégation a été reçue par le sous-préfet de Libourne. C'était lui qui était de garde ce jour-là. Voilà, mais après la réunion que nous avions fait ici à Mouguer, vous voyez, on est allé animer des réunions publiques à Villefranche, à Saint-Pierre-des-Rues, à Bayonne, à Anglette, à Arbonne, à Ascan, à Cabreton et à Haussegor. 1000 personnes environ au total de toutes ces réunions et une mobilisation inattendue dans le sud des Landes. Nous, là, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être bouger contre cette LGV. On a rencontré pas mal d'élus locaux landais. On continue toujours d'échanger avec les autres associations de LGV de la Gironde, de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on les a rencontrés à Mont-de-Marsan, à Bègle, on essaie de faire des réunions communes et adopter une tactique commune. Ensuite, on a adressé un courrier à la Première ministre et au président du Conseil d'orientation des infrastructures, où on a communiqué à ces gens-là nos échanges avec l'Europe, l'étude de fret ferroviaire dans le corridor atlantique, les expertises, qui vont dans le sens où il faut moderniser la ligne existante et non pas construire une LGV. On n'a pas eu, bien sûr, de réponse. On a envoyé également à tous les députés européens verts et ceux de gauche, 105 députés au total, un argumentaire en bilingue contre la LGV. On a interpellé par courrier avant l'attribution des subventions européennes Madame Andina Valian, c'est la commissaire européenne au transport, Monsieur Dirk Beckers, c'est celui qui a les cordons de la bourse là, du MIE. On a eu un entretien en visioconférence avec Karima Deli, la présidente de la commission des transports au Parlement européen. On a envoyé une lettre aux conseillers départementaux
des Pyrénées-Atlantiques avant le vote de l'avenant au plan de financement du GPSO. Ça n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'ils ont quand même voté le plan de financement. On a fait un courrier également au maire de Bayonne et de Bordeaux sur l'ERTMS. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, je vais vous dire très vite de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Voilà. La peur que l'on a, c'est qu'à la mise en service du RER métropolitain à Bordeaux et ici au Pays Basque, les pro LGV vont nous dire, mais la ligne va être saturée, donc il faut construire une deuxième ligne, la LGV. Ça, c'est ce qu'ils disent habituellement. Alors qu'elle a une capacité suffisante. Donc, on a demandé au maire de Bordeaux et de Bayonne que dès à présent, ils exigent que sur la ligne actuelle, elle soit équipée d'un ERTMS. Alors, l'ERTMS, qu'est-ce que c'est cette bête? C'est un procédé, vous voyez, qui permet de donner au conducteur des informations en temps réel. C'est en gros un énorme GPS. Il sait qui est devant, il sait qui est derrière. Il connaît l'occupation de la ligne, les vitesses limites, la capacité qu'il a à décélérer ou à freiner. Et selon les spécialistes, l'ERTMS va permettre de renforcer la performance du trafic ferroviaire sur les grandes lignes, les lignes de fret et les lignes régionales. Et c'est ce procédé que l'Europe encourage la France à s'équiper. Or, on a un retard fabuleux par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie en particulier, et on tarde justement à s'équiper de ça. Et ça permettrait de fluidifier le trafic. On a ensuite interpellé les candidats aux élections législatives, comme on fait pour la 5e et la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques et la première et deuxième circonscription des Landes. On a rédigé un dossier de presse pour candidater à l'émission Cache d'investigation sans succès. Cette dame ne nous a pas répondu. On a envoyé également à Mediapart des documents pour dénoncer l'irrégularité du plan de financement du GPSO. Il n'y a pas eu de suite. Deux autres associations qui vont venir là ce soir, qui devraient venir, de la Gironde, entrent dans la lutte. Alors on est content, là les jeunes se bougent. Il n'y a pas que les vieux comme nous. Voilà, les opposants de Gironde veulent rallier les communes soumises à la taxe LGV. Alors ce qu'ils ont fait, il y a 8 parlementaires de Gironde, des élus locaux et des associations opposées au GPSO qui invitent les communes à se mobiliser contre cette fameuse taxe spéciale d'équipement que vous commencez à régler avec votre taxe foncière. Voilà. Et il y a 2340 communes à ce jour qui payent, dont les administrés payent cette taxe. Et alors, il y a ce groupe qui a contacté donc les 2340 communes. Alain Rousset, dès qu'on peut, les jeunes là-bas à Bordeaux le chahutent. Voilà, aux rencontres de Sciences Po, lors du débat à la question sur l'intérêt de la LGV, il répond une série, vous n'imaginez pas le nombre de fake news qui circulent sur le sujet. Alors, les jeunes qui étaient là ont contesté et ils répondront ensuite dans un blog de Mediapart, Alain Rousset, 11 tromperies en 16 minutes d'allocution sur les LGV. Après, il s'est pris la tête à une autre réunion, si j'arrive à vous la montrer, voilà, lors d'une présentation d'une étude, là, vous voyez. Il est interrompu par un opposant, discussion houleuse hors de la conférence, et donc le jeune l'a accusé de mentir sur le sujet. Du coup, Alain Rousset, il est assez chaud quand on l'énerve un tout petit peu, il est parti. Voilà. Ensuite, on a créé, voilà, un site internet sur la LGV. Voilà ce qu'on a découvert. Voilà ce qu'écrivait la région. Le site des régions qui répondent à des questions que se poserait le public. Donc, ils ont fait un espèce de site à la gloire des LGV. Donc là, on s'est fait aider par des informaticiens, des jeunes bordelais. Et j'ai écrit, voilà, exactement la même chose. On a pastiché leur site en posant les mêmes questions, mais en donnant nos réponses. Du coup, ça les a énervés. Et les régions ont fermé leur site. Je le cherche partout et je l'ai retrouvé un petit peu amélioré et édulcoré sur le site de la société de projet GPSO. Du coup, on a fait un troisième livre. Voilà le premier qu'on a écrit avec Pancho, le second. Et on a écrit celui-là. Donc, voilà, c'est une confrontation, 20 questions. On donne la position des régions et on donne notre position. Les recours en justice, j'ai presque fini.
Alors tout le monde nous demande, mais oui, on a déposé des recours en justice. Alors fin 2022, vous avez un recours qui a été posé contre la prolongation de la déclaration d'utilité publique des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux au tribunal administratif de Bordeaux. Un deuxième recours, le 14 avril 2023, un recours contre le plan de financement au tribunal administratif de Toulouse qui a été déposé par 8 associations dans le cadre des 70 particuliers. Le 28 avril 2023, c'est le même recours contre le plan de financement, mais déposé par 81 élus de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Le 11 avril 2024, il y a un nouveau recours en référé contre les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Il a été rejeté, mais il y aura un jugement sur l'urgence de la construction de ces aménagements ferroviaires. Vous voyez que là, on va le perdre, celui-là. Et en préparation, il y aura un recours au Conseil d'État sur les modifications qui sont survenues depuis la déclaration d'utilité publique et une QPC. La QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. On veut dire par là que la taxe spéciale d'équipement que l'on paye ici devrait être payée par tous les Français. Et on va dénoncer une inégalité devant l'impôt. Par exemple, les Parisiens qui utilisent la LGV ne payent pas la taxe spéciale d'équipement. Vous qui restez tranquillement à la maison, ne prenez pas le TGV, vous la payez. Voilà, et donc le cadre sera partie prenante dans ce recours. Ensuite, on a adressé une lettre aux 2340 communes assujetties à la taxe spéciale d'équipement. À cette réponse, qu'avaient déjà fait Carole Degas, Alain Rousset. Voilà. Donc, ils ont reçu une lettre en disant il faudrait que vous payiez cette taxe parce que c'est pour votre bien. Et nous, on leur a expliqué que c'était pas pour leur bien. Les raisons d'espérer, la lutte n'est pas perdue. Et là, je vais terminer par ça. Bordeaux-Toulouse n'est pas en chantier. Seuls les travaux des aménagements ferroviaires débutent. Bordeaux-Dax n'est pas programmé et l'État n'est pas encore entré dans son plan de financement. Dax-Espagne n'a pas encore été l'objet d'une enquête publique, mais ça ne saurait tarder. Des recours sont en cours d'instruction et un nouveau recours, comme vous l'avez vu, est déposé. En cas de succès, selon la nature du recours, on ne va pas effacer le projet GPSO. C'est soit notre plan de financement devrait être revoqué, soit une nouvelle enquête publique sera exigée. Et on aura toujours les deux Damoclès au-dessus de la tête. En cas de succès sur la QPC, les collectivités seront privées de près de 30 millions d'euros par an pour financer le GPSO pendant 40 ans. Parce que votre petite TSE là de quelques euros, ça quand même, ça rapporte 30 millions d'euros dans l'année. De nouveaux collectifs contre le projet voient le jour et les jeunes se mobilisent. Ça, c'est de bon augure. Au Pays Basque, 80% des élus de la CAPB ont voté contre le projet. Les manifestations passées ont été un succès populaire. Nous gagnerons si nous restons unis et mobilisés et si ensemble nous convaincons les habitants du Pays Basque que ce combat est aussi le leur. Et c'est là qu'il va falloir se bouger. Et donc, on vous invite à venir nombreux à Bordeaux, à ce rassemblement qui a lieu, freinage d'urgence contre les LGV du Sud-Ouest. On va organiser un bus. On s'arrêtera à Bayonne pour vous prendre. On s'arrêtera à Vénès également. Et voilà. Et on s'arrêtera même à Mont-Marsan. Donc, essayez de venir et qu'on soit le plus nombreux là-bas. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci bien. Voilà un long résumé de ce qu'on a fait depuis la dernière fois possible. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore en tournant énorme, mais nos adversaires ont avancé d'un pas. Et donc, nous, il faut qu'on avance d'un pas. C'est pour ça que le succès de cette réunion aujourd'hui montre que nous sommes toujours là. En 92, nous étions de doux rêveurs, des rétrogrades qui refusaient le progrès.
en 1992. Et nous avons pourtant décidé de convaincre un à un tous les habitants du Pays Basque et du Sud des Landes. Et sur ce chemin-là, nous avons marché. Nous avons marché encore en faisant des dizaines, des centaines de réunions pour convaincre. Nous l'avons fait avec notre marque de fabrique, qui est un diagnostic précis. Et vous avez pu suivre comment les bureaux d'études nous ont donné tout à toute raison sur notre diagnostic du début. Aujourd'hui, nous avons des pro-LGV, M. Savary, qui écrit des bouquins contre la LGV, en disant que la LGV est une fabrique de gilets jaunes. Notre marque de fabrique, c'est aussi l'utilisation des documents de nos adversaires pour contrer. Parce que quand on ment, un jour ou l'autre, il y a une faille qui se relève dans votre dossier. Et donc vous avez remarqué que quand on va dans les lieux publics, quand on veut démontrer les gains de temps, etc., qui sont faux, c'est pas en inventant ou en le prononçant comme des incantations, c'est avec leurs documents que nous le démontrons. Notre marque de fabrique aussi, c'est le souci d'associer le plus grand nombre. Et d'associer le plus grand nombre en nous contenant parfois notre rage. Notre rage quand on voyait des pages entières de mensonges dans la presse et que nous n'avions pas les moyens de le contrer. Mais en restant toujours dans les coups. Car pour unir tout le monde, nous sommes restés dans les coups. Nous n'avons pas eu d'incident dans aucune de nos manifestations et nous entendons que ça continue. Notre marque de fabrique, c'est aussi une obstination inébranlable. Vous voyez, pas mal d'entre nous ont blanchi sous leur nez. Certains ne sont plus là. Mais aussi notre marque de fabrique, c'est de restituer régulièrement, comme ce soir, le travail effectué. Nous considérons que nous vous le devons et nous sommes toujours tenus à le faire. Et puis, sur ce chemin-là, voilà que les bureaux d'études nous ont donné raison, et c'est ma Pro-Trans, la CITEC. Sur ce chemin-là encore, la Cour des comptes s'est mise à véhiculer certains de nos arguments. Puis les médias ont découvert que notre expertise sonnait juste, surtout ici au Pays Basque. Et puis les mensonges du dossier que nous avions révélés sont apparus au grand jour. Oui, on a fait un débat public en promettant, en avertissant qu'il y aurait 175 trains de fret qui passeraient à Bayonne tous les jours en 2020. Nous sommes en 2024, il en passe 13. 6,5 par sens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas que nous avons. Et puis un jour de décembre 2009, nous nous sommes retrouvés à 15 500 personnes et 130 retraites dans les rues de Bayonne. Nous avions tant marché, et là, il y avait des milliers de personnes qui marchaient avec nous. Et ces milliers de gens, nous y compris, nous avons senti ce jour-là ce que c'était qu'une force collective. Nous avions marché pour qu'il y ait une force collective. Et nous l'avons créée. Et l'opinion a basculé. En 92, nous étions des doux rêveurs. Et aujourd'hui, M. Crozet, spécialiste, le meilleur spécialiste français des transports, conseil d'administration au moment des beaux jours de LGV de la SNCF, aujourd'hui, il compte. Vous voyez, nous n'avons pas marché en vain. Et nous n'avons pas encore fini de marcher. Parce que l'opinion publique a basculé ces jours-là. Mais les élus de la communauté d'Aglo ont basculé récemment en votant à 72%, non pas seulement de ne pas financer, mais contre le projet. Et vous voyez que nos pas n'ont pas été inutiles. Aujourd'hui,
plus de 600 élus ont signé l'appel qui roule. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment clé, et s'il le faut, il va falloir qu'on se mobilise. C'est pas pour immédiat, il faut le faire. Donc aujourd'hui, 19 millions et demi d'euros, c'est peu. Mais la réunion d'aujourd'hui, le signal, c'est nous sommes prêts. Et si vous avancez, nous nous lèverons. Et nous sommes ravis que la salle soit pleine. Et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, et il y a d'autres générations qui entrent dans la lutte. Et ils y ont leur place. Et dans ce combat, nous appelons aujourd'hui à être solidaires de ceux qui sont au premier rang, qui sont en première ligne du front, c'est-à-dire ceux qui sont en Sud-Gironde. Et le 13 octobre, nous faisons un bus. C'est un rassemblement national, mais ça ne sera pas une manifestation, ce sera un rassemblement sur place, dans le Sud-Gironde. Nous vous invitons à vous inscrire pour ce bus-là, de manière à ce que le signal soit celui-là aussi. Le Pays Basque et le Sud des Landes sont toujours mobilisés. Et d'ailleurs, ils le savent bien, tous les gendarmes qui ce soir ont pris en photo toutes les plaques d'immatriculation de vos voitures. Voilà. Et comme j'ai vu la voiture de la gendarmerie. Ça fait concerner l'embouteillage, et bien on va passer aux questions, au débat tout de suite. Alors, si j'ai bien compris, actuellement on paye une taxe et le projet n'est pas encore décidé, c'est ça? Alors, pourquoi on paye cette taxe alors qu'on n'est pas sûr qu'il aboutisse? Alors, nous sommes dans la phase 2. C'est-à-dire que l'enquête publique a eu lieu sur la sortie de Bordeaux, l'entrée de Toulouse et la LGV Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Dax. D'ailleurs, cette enquête publique, une vingtaine de commissaires enquêteurs ont donné un avis défavorable. Et malgré ça, le projet a été plus. Mais le projet GBSE comporte une seconde phase qui est qui est prévue jusqu'à présent en 2042. Et donc, il faut trouver le financement. Et donc, cette société de projet lève l'impôt. C'est quand même un peu bizarre que l'État permette à une société privée de lever l'impôt. Et donc, dans les taxes foncières, vous trouverez à la seconde page en bas à gauche la part que vous payez, ceux qui ont une taxe foncière. Et ça dépend des communes. C'est des communes qui sont à 60 minutes de la première gare, donc pour l'instant, de Dax. Donc nous sommes à 60 minutes de la première gare de Dax, qui est, pour Dax n'a pas débuté, mais voilà. Et donc, on paye, c'est la deuxième fois. Voilà, et ils vont augmenter tous les ans. Donc, on commence avec des petites sommes. Bon, il y en a, c'est 5 euros, il y en a, c'est 15 euros. Et puis ça augmente sans cesse. Donc, je passe la parole à ceux qui s'occupent un peu de cette taxe et de son boycott. Bon, je vais vous parler un peu de cette taxe. Oui. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un diaporama présenté à quoi ça correspondait dans le financement global, que ça vient normalement en animation de la part demandée aux collectivités locales, ce qui a permis de faire passer la pilule, d'ailleurs, entre parenthèses, notamment les communautés d'agglomération. Moi, je l'appelle dans Marsan, la communauté du Marsan a voté sa participation parce qu'on lui a dit vous allez avoir la TSE qui va vous diminuer la contribution demandée. Donc, tous les ans, ma chère communauté de Colluy va payer 540 000 euros pendant 40 ans, au bas mot, parce qu'on sait que le prix final va être beaucoup plus élevé, mais bon,
il s'en réglait davantage s'il n'y avait pas eu la TSE, nous dit-on. Donc la TSE, effectivement, comme dit Victor, on a commencé à la payer, c'est un impôt. Alors on a fait un recours de question prioritaire de constitutionnalité, on en a parlé tout à l'heure, parce que le principe d'égalité devant l'impôt, quand même, est sacrément foulé aux pieds. Comme on disait, pourquoi un Parisien qui va beaucoup plus profiter de la LGV pour venir à Dax ou à Toulouse ne paiera pas cette taxe, alors que l'habitant je sais pas, moi, la moyenne, pour parler des Landes, ne va jamais monter dans ce train-là, et par contre, elle va être taxée tous les ans, non, au moins 40 ans. Alors, effectivement, au verso de votre taxe foncière, en bas, vous avez la ligne, une contribution exceptionnelle, taxe spéciale, je pense que ça s'appelle, taxe spéciale, voilà, avec le temps fléché pour le GPSE. Donc, parmi les actions qu'on suggère, qu'on porte, qu'on veut mettre en place, je dirais, c'est nos amis bordelais, toulousains, et tous ceux qui sont concernés, il y a l'idée de faire de la résistance fiscale par rapport à ça. Donc en fait, il y a moyen de s'opposer à ce paiement. C'est pas sans risque, on peut être taxé, comme taxé, avoir des problèmes derrière, peut-être, mais en fait, ça vous essayez. Je prends juste un exemple qui est le mien. L'année dernière, j'avais une taxe spéciale d'équipement à 14 € que je n'ai pas payé. Alors certes, il y a eu un rappel, certes, il y a eu une menace de huissier, etc. Pour l'instant, c'est silence radio, et puis je ne pense pas qu'il va envoyer un huissier pour 14 €. Ça veut dire aussi quelque part que si on est nombreux à contester cet impôt-là, non seulement on est nombreux, mais qu'on le fait savoir, on porte en communication le fait que beaucoup de personnes refusent cet impôt injuste, inique, et que les gens ont découvert par la bande comme ça. Comme disait Victor, un impôt appelé par une société de projet, quoi. C'est comme autant des familles généraux autrefois qui veulent les impôts. Entre parenthèses, il a été acté dans une loi ou un décret que le taux d'appel de cette taxe peut être majoré du montant d'inflation tous les ans. Et le Parlement ne s'est jamais prononcé là-dessus, alors que c'est normalement une prérogative du Parlement de se prononcer sur l'évolution des impôts. Là, terminé. Donc on peut essayer de s'opposer à cet impôt. Alors il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous avez un prélèvement automatique sur votre taxe foncière. Alors là, le montant appelé, il est prélevé. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf à contester. On peut quand même faire un acte de contestation auprès de l'administration fiscale pour dire vous m'avez prélevé tant d'euros au titre de ce GPSO, bon, je suis prélevé d'office, mais je ne suis pas d'accord. Donc je conteste. Deuxième cas de figure, vous êtes appelé et vous allez faire un acte de paiement en ligne par chèque. Donc, dans les deux cas de figure, vous pouvez payer votre taxe foncière en déduisant le montant de cette taxe spéciale d'équipement. C'est ce qu'on a fait l'an dernier, par exemple. Donc, en ligne, on peut le faire. Et puis, si vous payez un chèque, vous faites un chèque d'un montant qui déduit cette taxe. Avec, dans les deux cas de figure, sur Internet, dans les éléments fiscaux, vous avez un endroit où vous pouvez expliquer pourquoi vous refusez, pourquoi vous avez modifié le paiement de cet impôt. Quelles sont les raisons, etc. Alors, comment dire, sur le site du CAG, vous trouverez tous les éléments d'argumentaire et d'explication pour faire ce travail-là, si vous souhaitez le faire. Nous, évidemment, on vous invite à être nombreux à faire cet acte de désobéissance fiscale sur un projet, sur une taxation qui est totalement inique et injuste, et que les gens ont découvert. Le plus fort de café, c'est que des tas de maires, de petits maires, même dans des communautés de communes qui étaient concernées par le financement de la LGV, ont découvert cette taxe quand elle s'est mise en place. Ils sont tombés des nues.
parce qu'aussi, ils ont des administrés qui leur disent, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Taxe foncière, j'ai une ligne là, on me rajoute ce temps d'impôt, et c'est quoi ce truc-là? Et vous allez accepter ça? Je dis, non, non. Non, c'est comme ça, c'est permis, parce qu'il y a tous les projets qui ramassent l'argent, qui n'est même pas maître d'œuvre du projet, hein, puisque c'est la SNCF qui l'est, mais elle, c'est l'argent. C'est l'argent. Alors, juste pour finir, donc je vous renvoie à ce site du CAD pour avoir tous les éléments précis d'information pour faire cette évolution fiscale, si vous souhaitez vous y inscrire. Et c'est important aussi de savoir si on est nombreux, donc avoir, comment dire, l'information sur le fait que vous avez, monsieur, madame, fait un acte de désobéissance fiscale, soit en payant moins, soit en contestant la chose, soit les deux. Juste un petit exemple pour illustrer aussi les choses. Donc, je prends mon exemple. Hein. Taxe foncière l'année dernière, 14 €. Taxe foncière cette année, 17 €. Alors, bien sûr, vous avez les bases qui bougent un peu chaque année sur les taxes foncières. À base d'un changé, l'évolution aurait été de 16%. Alors, je crois que l'inflation n'a quand même pas été de 16% entre 2023 et 2024. Me semble. Donc, regardez votre taxe foncière, le taux appliqué pour ce financement-là sur votre base d'imposition, ben voilà, elle augmente de 10% déjà 2023-2024. Alors, on peut quand même se dire que ce n'est que le début de la malfaisance, parce que l'Europe, on ne sait pas ce qu'elle va payer. Elle a payé quelques petits bouts, mais voilà, le principal, on ne sait pas. L'État s'est engagé à 4 milliards sur la partie l'autre, sortie Bordeaux, sortie Toulouse, et puis son milieu. Sur le supplément d'axe, rien pour l'instant. Vous connaissez comme moi le contexte budgétaire de l'État actuellement. Donc j'imagine que l'État ne va pas débloquer des milliards dans le moment et avoir un bon moment. Donc ça veut dire que si ces projets se font, qui va payer la différence? Qui va payer l'argent manquant? Les collectivités locales. Si les collectivités locales refusent d'aller plus loin que ce qu'elles ont accepté comme engagement actuellement, à Marsan, c'est 31 millions. Ils ont dit 31 millions, mais moins la TSE, ça fera que 21 millions. Mais s'il y a des financeurs majeurs qui sont défaillants, si le coût du projet explose par rapport au coût initial, parce qu'on parle de 14 milliards ce projet, et on sait que tous les experts sérieux savent que ça sera au final 20 milliards, nettement plus. On sait qu'il y a des frais de gestion qui n'ont pas été pris en compte, qui doivent être supportés par les collectivités locales, c'est dans le contrat. Donc, attendons-nous à ce que l'imposition TSE monte en flèche dans les années à venir. Et c'est pas quelques euros, ce sera quelques dizaines, puis quelques centaines d'euros qui nous attendent, à mon avis. Sans compter que peut-être que la société de projet qui chapeaute le financement avec Capel, c'est l'impôt, hein, peut-être sera amenée à faire des emprunts, elle a juridiquement le droit de le faire, elle sera amenée à lever les impôts, lever les emprunts, peut-être. Alors qui garantira les emprunts, le remboursement? Alors, pour en revenir sur les taxes qu'on va payer pour le compte des collectivités, en fait, il y en a 3 taxes. Donc, cette fameuse TSE que payent les gens comme vous et moi. Chez moi, il y a augmenté de 20%. Et puis, il ne devait pas y avoir, mais il y a quand même une taxe sur les industriels, tout ce qui est industriel, en fonction de la surface occupée, par exemple, un kiné qui a une salle d'attente et un parking, il va payer en fonction de la surface de la salle d'attente et du parking. Et puis, il y a une 3e taxe sur les touristes qui viennent nous voir, toujours pareil, à 60 minutes du futur gare TGV. Donc, cette taxe, il y a une majoration de 20% de la taxe de séjour. Voilà. Et le montant des taxes est fixé chaque année par la société du GPSO en fonction des besoins. Donc, faites attention, c'est inscrit dans la loi.
Et on peut remercier nos 2 sénateurs landais qui ont bien œuvré pour ça. Bonsoir, moi je suis toujours frappée, ça m'arrive de prendre le train, de voir que les gens s'imaginent qu'ils vont gagner du temps, de voir à quel point les gens sont mal informés sur les problèmes environnementaux que ça soulève, sur le problème financier, et je sais pas, hein, mais je me demande, est-ce qu'on pourrait pas organiser des tractages devant les gares sur 1, 2 ou 3 week-ends pour que les gens qui prennent le plus le TGV, il y a une information réelle. Et la dernière chose, moi, que je trouve sidérante, c'est le prix des billets. Il y a une étude qui vient de paraître, enfin, elle date de 2022. Vous savez qu'en Europe, il y a une commission, une cour des comptes, une cour européenne des comptes. Et ils ont pris position sur les LGV. Et voilà ce qu'ils racontent. La première chose, ils se sont amusés à auditer 10 lignes TGV, LGV, en Europe. Et ils ont constaté, on vous annonce qu'on va rouler à 320 km/h en moyenne, ils se sont rendus compte que sur les 10 lignes, la moyenne de la vitesse sur 2 des lignes était de 200 km/h. On ne roule pas du tout à 320 km/h. En tous les gains de temps qu'on vous annonce, c'est un TGV qui roule à 320 km/h. Et les 8 autres lignes roulaient au-dessous, en moyenne, de 200 km/h. Et là, celle qui roulait le plus lentement, elle était en Espagne, et roulait à 125 km/h. Donc, tous les gains de temps qu'on vous annonce, c'est de la foutaise. C'est tout. Alors maintenant, je vais vous chercher quelque chose, et là, je vais chercher dans mes dossiers pour vous répondre à une question. Ouais. Ces histoires de gain de temps, il faudrait vraiment en parler, parce que les gens s'imaginent qu'ils vont gagner proportionnellement autant de temps entre Bordeaux et Bayonne qu'entre Paris et Bordeaux. Mais si on veut desservir Dax et les villes du Pays Basque, enfin, je veux dire, ça saute aux yeux de tout le monde quand même que le train ne roulera pas à 320 km/h entre Bordeaux et Bayonne. Et il y a des gens qui croient encore que ce genre de choses peut arriver. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y a des choses simples à dire pour dire aux gens, mais attendez, réfléchissez, quoi. Alors, moi, je peux vous parler de ce sujet parce que je suis enrôlé France entière depuis 2006. Donc, la SNCF est un sujet que je connais parfaitement bien. Et sur l'axe Bordeaux-Bayonne, je peux vous dire, parce que j'ai gardé des vieux billets de train, puisque maintenant tout est dématérialisé. En 2006, Bordeaux-Bayonne, c'était 1h32. Et 1h36, pardon. Et aujourd'hui, on est à 1h48, je crois, pour le TGV, et à 2h pour le TER. Donc, du coup, depuis 2006, je me suis fait des amis à la SNCF, contrôleurs, conducteurs, etc., qui apportent les trains, avec qui on échange beaucoup. C'est assez constructif. En fait, ils ont des feuilles de route qui doivent respecter, les conducteurs en l'occurrence, pour rouler à une vitesse moins élevée, pour augmenter les durées et pour pouvoir justifier derrière ce fameux gain de temps qu'on nous a. Et pour finir là-dessus, la difficulté, alors, il y a énormément de monde sur la ligne Bordeaux-Bayonne. Sur les TGV au départ de Paris-Montparnasse aujourd'hui, quand vous voulez rentrer chez vous à Bayonne, si vous ne réservez pas 2 semaines avant, le vendredi, tous les TGV sont complets. Voilà. Tous les TGV sont complets. Donc, on n'est pas assez, contrairement à la région Normandie, les usagers, il y a beaucoup d'abonnés, donc ils se sont fédérés. Ça a une époque, il était aussi convenu dans cette région que les contrôleurs soient supprimés. Les contrôleurs, que ce soit comme dans les bus, du contrôle, on va dire, aléatoire, avec les risques que l'on connaît les uns les autres. Ici, j'ai pas réussi, moi de mon côté, je vois toujours les mêmes têtes depuis 2006, donc on a des cheveux blancs, effectivement, depuis.
ces années écoulées. Voilà, on n'est pas assez nombreux, je pense, d'abonnés pour arriver à fédérer et avoir un mouvement qui appuie derrière le cadre et les autres associations. Tenez, si vous regardez la diapo là, sur les gains de temps, voilà ce qui a été dit au moment du débat public en 2006, c'est la diapo de gauche. Bordeaux-Dax se faisait en 1h04. Bordeaux-Bayonne se faisait en 1h36. Ça, c'est les chiffres que donnait Réseau Ferré de France. Regardez aujourd'hui, Bordeaux-Dax est donné en 1h10, alors que c'était 1h04, alors que la ligne n'était pas encore réaménagée. En 2006, c'était 1h04. Aujourd'hui, on dit que c'est 1h10. Donc déjà, on rate 6 minutes. On faisait Bordeaux-Bayonne à 1h36, aujourd'hui on vous dit 1h35. Donc là, ils ne trichent pas. Mais on proposait un scénario d'aménagement de la voie existante, le scénario dit B, ça c'est les Réseaux Ferré de France qui le proposait, et vous pouviez faire Bordeaux-Dax grâce à l'aménagement de la ligne existante en 50 minutes. Regardez aujourd'hui, avec la LGV, vous faites Bordeaux-Dax en 50 minutes. Donc, il n'y a aucun gain de temps. Et Bordeaux-Bayonne, avec le scénario B, vous le faites en 1h19. Aujourd'hui, avec la LGV, vous le faites en 1h15. Et vous avez gagné 4 minutes. Voilà. Qui date de nous, parce que dans le protocole de financement, Rousset a écrit le Bordeaux-Dax avec la LGV, c'est 53 minutes. Donc, on perd 3 minutes sur Bordeaux-Dax. Sur les gains de temps, voilà, vous avez compris que autrefois, sur les vieilles voies, on mettait 1h36, maintenant on met 1h48. Comme ça, on va gagner beaucoup plus de temps le LGV. À Villefranche, il y avait un conducteur de TGV qui nous a confirmé qu'un jour, vous avez un quart d'heure de retard en partant de Bordeaux. On lui a demandé d'aller plus vite. Il est allé plus vite et à Dax, il avait rattrapé le retard. Donc, il a possibilité d'aller plus vite. Mais aujourd'hui, on retarde les trains de manière à pouvoir gonfler les gains de temps. Ensuite, une autre petite chose. On nous annonce avec le LGV 1h05 entre Bayonne et Bordeaux. Mais ça veut dire que le train ne s'arrête pas à Dax ni à Mont-de-Marsan. C'est-à-dire qu'on aura pu leur faire dire à Bénès un jour, un train sur 3 s'arrêtera à Dax. Un train sur 3 s'arrêtera à Mont-de-Marsan. 2 trains sur 3 s'arrêteront à Bayonne. Un train sur 3 desservira Biarritz, Sevandus et Andaim. C'est-à-dire qu'on va perdre le nombre de trains. Hein? C'est ça aussi la réalité. Donc, dans la journée, il y aura un train qui fera 1h05, c'est celui qui sera direct Bayonne-Bordeaux. Et donc, ça, il va être plein. Et puis les autres, ils vont s'arrêter, j'espère, à quelques-uns à Dax, parce que sinon, les communes vont être lésées. Elles sont déjà lésées, puisque la LGV contourne Dax. N'en s'arrêteront que les trains qui prendront la bifurcation et qui mettront plus de temps. La LGV contourne Bayonne. Sinon, la LGV qui va aller à Bayonne quittera la voie nouvelle à Bénès, fera 18 km sur la voie existante jusqu'à Bayonne, et là, il y aura des trains qui iront jusqu'à Andaim et d'autres trains qui reprendront la voie nouvelle à Lens. Donc, vous voyez que si on rentre dans le détail, les gains de temps, ils partent dans tous les sens. Quant au SRGV, le service régional de grande vitesse, vous imaginez, en s'arrêtant à Tartas, etc., il va faire moins vite que le TER actuel. Même si pour rouler plus vite, parce qu'un TGV, il faut 15 km pour prendre la grande vitesse, et il faut 15 km pour s'arrêter dans une gare de freinage. Donc, en grande vitesse, si vous avez une gare à tous les 30 km, ben, il n'y a pas de grande vitesse. Voilà. Je voulais apporter une dernière précision. Sur les TER au départ de Bordeaux, quasiment tous les jours, quelle que soit l'heure
des TER, il y en a tous les 2 heures, entre le port de Bordeaux. Si vous n'êtes pas dans le train au départ de Bordeaux, que vous montez à Pessac ou Facture Viganos, vous voyagez de mois. Et tout ça est fait aussi, probablement, pour justifier la LGV, pour expliquer la LGV, ça va nous encombrer, les engorger, etc. Un peu plus des informations. Le tout, après près de 590 millions de travaux sur les voies existantes, déjà effectuées. Donc, ça devrait fluidifier, ça devrait amener des gains de capacité sur les voies. Et c'est le contraire. Donc, on se demande quand est-ce que les travaux vont porter leurs fruits. Juste, je veux rappeler une chose sur les gains de temps. Pourquoi ils nous bassinent avec les gains de temps? C'est pas innocent, hein, ce qu'ils font. C'est pas pour vous dire il faut faire de l'LGV. C'est qu'il y a derrière, il y a des gros calculs qui sont faits par des financiers sur la rentabilité socio-économique de la LGV. Très vite dit. On dit une LGV, ça coûte tant. Ça, c'est l'investissement. Et en regard, on va dire qu'est-ce que ça apporte aux citoyens. Les 2 paramètres sont les gains de temps et le nombre de personnes qui vont emprunter les LGV, qui vont délaisser l'avion et la voiture. Et ça, nos grands financiers ont calculé et ils monétarisent ça. C'est-à-dire les gains de temps, vous gagnez 1 minute, ça fait tant d'euros, tant de milliers d'euros, parce qu'il y a tant de voyageurs. Donc s'ils gonflent les gains de temps, c'est pour dire qu'on va avoir une bonne rentabilité socio-économique. Et quand vous prenez tous les bilans qui sont obligatoires à faire quand on a construit une LGV, 5 ans après, on doit faire un bilan. C'est le bilan de l'outil. Et on se rend compte qu'ils ont surestimé les gains de temps, qu'ils ont surestimé le nombre de voyageurs. Et au total, on vous dit 5 ans après, mais la ligne n'est pas rentable. Mais elle est déjà construite. Donc oui, c'est pas innocent, ce qu'ils font. Après, sur les gains de temps, on a des champions. Vous vous rappellerez que l'ancien président de la CCI avait fait un article dans le Sud-Ouest pour expliquer que entre Bayonne et Hendaye, on gagnerait 45 minutes. Alors le train, il met 38 minutes. Donc, vous voyez, il y avait une société qui avait découvert le train qui est arrivé avant le départ. Voilà. On va inciter le redonnant. Inscrivez-vous pour l'autobus. Voilà. Et puis on va. Il n'y a pas de questions. On va regarder. On va Ici. juste un point. Une dernière information. Juste un point, j'aimerais remercier le cadre lors de la sélection qui est présente sur ce combat depuis Bordeaux jusqu'ici, et réaffirmer que nous sommes aux côtés. C'est important de souligner que le monde associatif est très unitaire sur ce combat, qui est un combat d'avenir. Bien, ben donc, merci et surtout passer par l'étape du côté pour la sélection du bus, pour les livres de Pierre, les autocollants qui vont découvrir le Pays Basque et pour les adhésions aux cadres et aux associations locales. Merci beaucoup.